Hola, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo discussion et aujourd'hui j'avais envie d'aborder avec vous la littérature asiatique, mais comme je ne l'ai jamais fait, puisque aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je ne lis que des livres asiatiques, ou en tout cas très majoritairement. Je crois que pour cette année 2024, je dois être aux alentours de 90% de bouquins écrits par des personnes asiatiques. Et l'année dernière on devait être aux alentours des 70-80, donc voilà, j'en lis énormément. Je ne sais pas si on peut parler de légitimité à parler de la littérature asiatique en général. Je ne vais pas vous donner des conseils dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner des recommandations, ça arrivera plus tard dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui j'avais envie de vous expliquer pourquoi je m'étais intéressée à la culture asiatique de manière générale. Qu'est-ce que l'Asie? Parce que ça va aussi bien de la Russie en passant par l'Inde jusqu'au Vietnam. Je vais vous expliquer un petit peu les pays qui m'ont intéressée, pourquoi est-ce que je me suis intéressée à eux, et j'espère surtout vous donner envie de vous intéresser aussi à cette culture à votre tour, parce que ça m'a vraiment enrichi, que ce soit personnellement que presque intimement, étant donné que maintenant je rêve de faire des voyages en Asie, enfin visiter certains pays d'Asie. Je me suis renseignée sur plusieurs cultures, j'ai envie de découvrir tout ça et j'aimerais partager aujourd'hui avec vous ma passion pour tout ça. Tout d'abord, le pourquoi du comment je suis venue à m'intéresser à la culture asiatique. Alors, ça a commencé par les K-dramas. J'avais une sciatique, alors vraiment on va être sur du racontage de vie aujourd'hui, hein. J'avais une sciatique, j'étais bloquée chez moi, je ne pouvais pas bouger, je devais rester allongée. Et je crois quelques jours avant mon retour au travail, j'ai une suggestion sur Netflix qui me recommande It's Okay Not to Be Okay. Je l'avais ajouté dans ma liste il y a des semaines de ça, je m'étais pas plus intéressée. Je décide de regarder et puis là je vois que c'est une langue que je ne connais pas. Je suis un peu intriguée. Moi j'ai un grand frère qui m'a fait regarder Dragon Ball Z pendant des années, et il y a certains termes japonais que je connaissais, et là je me dis ok, ça a l'air d'être asiatique, je vois à leur visage qu'ils sont d'Asie, mais ce n'est pas du japonais, et je m'intéresse un peu plus, je découvre que c'est du coréen. Avant ça, je m'étais déjà renseignée sur la K-pop parce que personne n'a pu passer à côté du phénomène de BTS, de Blackpink. Et je m'étais rendu compte que j'écoutais Monsta X, donc un autre groupe de K-pop, depuis des années et je ne savais pas que c'était de la K-pop. Bref, je m'intéresse à It's Okay Not to Be Okay, c'est le premier K-drama que je regarde, j'adore. Genre vraiment j'adore. Et je suis quelqu'un sur Instagram qui s'appelle Audrey, donc Luna Boukadik, je vous mettrai le lien de son chaîne Instagram en barre d'informations, qui montre ceci. Ceci, pour ceux qui ne le savent pas, dans It's Okay Not to Be Okay, on suit notamment l'histoire d'une autrice de contes pour enfants. Et les contes qu'elle écrit sont sortis en papier. Vous en voyez un là, je crois qu'il y en a un autre derrière moi quelque part, je ne sais plus, ici au-dessus. Voilà, je découvre ces livres, ce sont les vrais livres du drama. C'est-à-dire que l'histoire qui nous est racontée, alors c'est forcément écrit en coréen, hein, mais l'histoire qui nous est racontée, c'est la véritable histoire qu'on retrouve dans le K-drama avec tout ce que ça implique. Et vraiment, il y a un côté, alors je ne sais pas si vous aimez ou pas ce réalisateur, mais il y a un côté très Tim Burton dans It's Okay Not to Be Okay, où au début c'est raconté un peu comme un conte, et vous avez vraiment une histoire, mais vous avez aussi ce truc de conte, et raconté un peu pour les enfants, parce qu'elle est autrice de livres pour enfants, et en même temps le personnage principal est assez antipathique, et il y a vraiment des troubles psy, hein. Donc voilà, je m'intéresse à ça, je demande à du coup Audrey où est-ce qu'elle a pu se le procurer, parce que je regarde sur Amazon, les livres sont relativement peu chers, on est sur une vingtaine d'euros, mais il faut compter je ne sais pas combien d'euros de frais de port. Donc je me dis qu'il est hors de question que je paye autant pour une collection de bouquins, en sachant que je ne parle pas le coréen, je ne le lis pas, donc ils seront juste là pour décorer. Et elle me parle de la librairie Le Phénix. Pratiquement au même moment, je rencontre une amie qui est passionnée par l'Asie et qui me dit bah évidemment la librairie de Le Phénix c'est très connu à Paris, c'est une librairie spécialisée en littérature asiatique, tu connais pas? Eh bien non, je ne connaissais pas. Entre temps j'avais du coup été sur le site de la librairie Le Phénix, je m'étais acheté ce livre aussi et les deux autres que vous avez vus, enfin que vous voyez juste derrière moi. J'avais passé commande, il y a eu un petit couac au niveau de ma commande après du transporteur, on m'a renvoyé ma commande, l'équipe était adorable parce que c'est les libraires alors qui délèguent
la partie envoi, etc. Mais c'est quand même elles qui font la sélection des livres et qui gèrent le site internet. Très gentille, déjà très gentille. Et par la suite, comme j'avais découvert et que je découvrais petit à petit la culture coréenne avec les K-dramas, qui, petite parenthèse, n'est pas le reflet de la vraie vie, mais il y a aussi quelque chose qui est très vrai avec la fiction, c'est que dans les pays, peu importe lesquels, parce qu'on pourrait très bien revenir sur le cliché des Américains et de les pop-up girls d'un côté, les sportifs de l'autre, tout le monde est mince et tout le monde est beau, alors que la réalité c'est que la moitié des Américains sont obèses. Alors c'est des chiffres qui ne sont pas vrais, mais je crois qu'on est à peu près sur ces taux-là. Voilà, c'était pour vous dire que chacun, par ses séries, véhicule aussi certains stéréotypes, certains standards, etc. Et en Corée du Sud, j'ai remarqué que dans les K-dramas, la question de la beauté était beaucoup impliquée. Il y avait une forme de féminisme slash plutôt patriarcat qui était mis en place avec beaucoup de galanterie, beaucoup de choses où les hommes servent un peu les femmes et je le comprenais pas trop. Et la nourriture. Vraiment la nourriture est partout, le respect des aînés aussi. J'avais vu des thématiques qui revenaient assez régulièrement, j'étais là ok, ça m'intrigue, ça m'intéresse. Et j'avais décidé sur les recommandations, je crois, je me souviens plus exactement si j'étais tombée dessus à Cultura ou dans je ne sais quel magasin, ou si j'avais vu les recommandations sur le site de la Livre Le Phénix. Mais j'ai découvert ce livre aussi qui s'appelle Kim Ji-yoon, né en 1982 de Cho Nam-ju. Je lis ce bouquin en me disant ok, c'est un bouquin féministe, on va suivre une femme au cours de ces années, etc. Je lis ce bouquin et j'ai un autre tableau qui se dépeint de la Corée, qui ressemble un petit peu à ce que je vois dans les K-dramas sur un petit fond, mais qui est beaucoup plus explicatif et beaucoup plus tranchant, avec une fin que je n'ai jamais oubliée, que je n'oublierai jamais je pense, et qui m'a profondément marquée. Et suite à cette lecture, je me dis non mais en fait j'ai besoin de lire d'autres livres coréens parce que ce genre de bouquins féministes, je les retrouve en France sous forme d'essais, mais je ne les retrouve pas sous forme de romans. Je ne m'y connais pas assez pour d'autres cultures. J'ai envie de découvrir la littérature, enfin la culture asiatique de manière générale, coréenne à ce moment-là, et je veux avoir d'autres bouquins dans le genre. Je tiens aussi à préciser que j'avais déjà lu des romans japonais, notamment par le passé, et ça ne l'avait jamais fait avec moi. Je ne comprenais pas le principe de la littérature japonaise. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard. J'ai adoré ce livre et donc je vais à Paris pour je ne sais quelle occasion et je me rends donc à Librairie Le Phénix. Je vous mettrai le lien de leur site en barre d'informations, leurs réseaux sociaux, l'adresse complète et je vous conseille vraiment de vous inscrire à leur newsletter parce que du coup vous avez plein d'informations sur plein de littérature, sur plein d'auteurs et d'autrices qui viennent en dédicace parce que ils arrivent à avoir vraiment du beau monde là-bas. Et vraiment les libraires, j'ai jamais rencontré de gens aussi investis, aussi impliqués et aussi gentils que les libraires qui sont là-bas. C'est absolument pas sponsorisé hein, mais vraiment ces personnes je les adore. Premier degré je les aime. Bref, je vais là-bas, je regarde un peu les étals, je monte directement au rayon où il y avait une partie Corée-Japon. Je regarde un peu les étals et j'ose parler à une jeune femme que j'apprendrai qui s'appelle Camille et qui a été la première libraire à laquelle j'ai parlé et qui est incroyable et qui me reconnaît maintenant alors qu'on ne s'est pas vu un millier de fois non plus. Et je lui dis bah écoutez je cherche des romans plutôt coréens, j'ai lu Kim Ji-yoon né en 1982, je l'ai adoré et j'aimerais bien avoir ce genre de roman là. Et là elle commence à me conseiller un bouquin japonais qui s'appelle Lune de papier je crois. Elle m'explique que c'est un bouquin où ça dépeint un Japon mais enfin c'est un livre engagé, féministe et que c'est pas forcément dans la même veine mais que ça pourrait me plaire. Je fais ok très bien, je note. Elle me conseille aussi La boîte noire qui est un roman, donc vraiment je vous dis ce n'est pas une vidéo recommandation, c'est vraiment comment j'en suis venue à lire de la littérature asiatique, comment j'en suis venue à m'intéresser à tout ça. Toutes les références, tous les livres que je pourrais vous conseiller, ce sera une vidéo dédiée. Il y en a une qui date d'il y a 2 ans et demi. Elle est toujours valable pour ceux qui veulent se lancer dans la littérature asiatique. J'en ai lu beaucoup plus maintenant, des livres de ce genre, d'autres origines aussi, donc il y aura une vidéo recommandation. Là je vous explique vraiment juste mon procédé et le pourquoi du comment j'en suis venue à m'intéresser à tout ça. Elle me conseille Lune de papier, elle me conseille La boîte noire et elle m'explique voilà
un livre japonais écrit par une journaliste où elle a été violée et on va revenir sur tout ça et je me dis ok, il faut que je le prenne. Je prends une petite sélection. À l'époque, je me souviens, j'avais pris genre 2-3 livres. Maintenant quand j'y vais, je dépense presque 200 € là-bas. On voit le changement quand même. Je commence à m'intéresser, donc je lis La Boîte Noire, j'aime énormément. Et je me dis ok, en fait la littérature japonaise, elle peut être différente et elle m'explique que c'est un peu un bouquin hors norme et qu'il n'est pas forcément révélateur de ce que font les japonais mais qu'il est incroyable. J'adore vraiment ce que je lis. Je décide de m'intéresser à d'autres bouquins coréens, japonais, un peu dans cette même veine. Je demande sur les réseaux sociaux, je demande par mail des recommandations, parce que vous pouvez aussi leur demander par mail des recommandations. Les libraires y répondent et en plus assez rapidement. Je demande des recommandations, je les achète du coup près de chez moi et j'en apprends toujours plus sur cette culture. Et il y a quelque chose qui se passe en parallèle pour moi, c'est que je regarde énormément de K-dramas, donc des dramas coréens, des séries coréennes. On appelle ça des dramas, mais dans les séries coréennes vous avez aussi bien de la romance et je pense que c'est ce que vous pensez qu'il s'agit. Oui, vous avez de la romance, mais vous avez des thrillers, vous avez des... je sais même pas comment on peut expliquer ça, des séries sociétales qui sont là pour dénoncer, etc. Et je découvre aussi par la suite les thrillers coréens. Je ne suis pas une très grande fan de thrillers parce que j'ai très peur et que je n'aime pas qu'on tue les animaux. Je suis pas très fan non plus des meurtres de bébés, mais je préfère encore qu'on tue des bébés plutôt qu'on tue des animaux. Bref, je n'aime pas tout ce qui est gore, je n'aime pas voir du sang de partout, je n'aime pas quand ça parle de viol parce que ça me touche beaucoup et ça me trigger parce que, enfin des détails, dire qu'une personne a été violée et avoir les détails d'un viol c'est quand même complètement différent. Je découvre la maison d'édition qui malheureusement a fermé et je regrette ça tous les jours, qui s'appelle Matin Calme et je découvre le thriller coréen, en tout cas ma définition du thriller coréen, qui est un thriller. Donc vraiment toutes les bases du thriller, d'une enquête, de quelque chose de... soit d'un meurtre, soit d'une disparition, bref, la base du thriller. Et en fait, au cours de ces lectures, je découvre qu'on n'est pas que sur une enquête. C'est-à-dire qu'on va pas être sur la vie du personnage principal qui est un héros alcoolique, qui doit faire équipe avec généralement une jeune un peu plus intelligente et qui a une histoire de famille compliquée. Enfin bref, on n'est pas sur ce entre guillemets cliché là du thriller classique que j'ai l'habitude de lire et que j'apprécie. Vraiment, j'apprécie aussi ce genre de thriller, surtout francophone, c'est ce que je lis le plus, voire quelques américains. Là, je découvre le thriller coréen avec une dénonciation de la société, avec la lutte des classes, avec parfois des récits assez crus. Il y a des scènes parfois un peu gore et un peu dégueulasses, mais pas concernant les viols. Donc je me dis ok, de l'hémoglobine c'est bon, ça va, je connais le sang, je suis dans ce milieu médical, je sais ce que c'est une hémorragie, ça me dérange pas de lire ça. Et je me rends compte que j'aime les thrillers. C'est-à-dire que jusqu'à présent je lisais des thrillers parfois, occasionnellement, quand on me le conseillait, quand le résumé m'intéressait, je regardais pas forcément l'ordre des choses. Là je découvre les thrillers coréens avec Matin Calme et c'est une révélation. Parce que je me dis ok, il y a une enquête, mais ce n'est pas que ça. Et dans les romans asiatiques que je vais choisir par la suite, qui sont à ce moment-là exclusivement coréens et japonais, je cherche des bouquins qui sont féministes et qui dénoncent la société coréenne. Au fur et à mesure, grâce au K-drama, grâce à la littérature, je décide de m'intéresser à l'histoire du pays. Parce qu'on ne peut pas comprendre une littérature et des séries si vous ne connaissez pas l'histoire du pays. Et en France, ce qui est aussi normal, on se concentre sur ce qui se passe en Europe, on se concentre sur des faits qui se passent aussi un peu avec les États-Unis parce que c'est un pays qui est majeur, on nous parle rapidement de la Chine, mais on s'intéresse pas en détail à plusieurs guerres. Enfin la guerre du Vietnam, je pense que tout le monde connaît un petit peu plus les décisions des Américains par rapport à tout ça, mais vous n'avez pas tout le contexte historique. Et là je décide de m'intéresser à... bon, j'avais déjà commencé un peu à m'y intéresser, mais je décide vraiment de me plonger dans des reportages, surtout Arte, parce que je trouve que les reportages Arte sont incroyables, sur la Corée. La Corée du Sud comme la Corée du Nord.
je décide de m'intéresser à la Seconde Guerre mondiale. J'apprends que les Japonais ont colonisé la Corée. J'apprends que le 38e parallèle, qui est encore tristement célèbre aujourd'hui, qui sépare la Corée du Nord de la Corée du Sud, l'accord qui a été fait entre l'URSS et les États-Unis, ça a vraiment été un trait sur un papier alors qu'ils étaient aux États-Unis. Voilà. J'apprends la guerre de Corée, j'apprends tous ces conflits-là et j'apprends pourquoi est-ce que aujourd'hui, j'apprends déjà que la guerre de Corée est toujours en cours, techniquement. Il n'y a pas d'armistice qui a été signé, donc ils sont toujours en guerre et je comprends, du coup je fais le lien avec l'actualité. Peut-être que je suis idiote ou inculte, mais je ne connaissais pas plein d'éléments. J'apprends la catastrophe de Gwangju notamment, j'apprends la loi martiale, qui a eu lieu dans les années 89, je crois, en 1989 il me semble. J'apprends plein de choses comme ça sur la Corée du Sud, et j'apprends surtout, grâce aussi à ce bouquin, que la génération des personnes nées dans les années 70 a dû porter le poids de beaucoup de choses sur leurs épaules. C'est-à-dire que la Corée a été colonisée par les Japonais en 1905, il me semble. Je crois que l'accord c'était en 1904 et que ça s'est mis en application en 1905. J'ai toujours un doute là-dessus. J'apprends ça. J'apprends que du coup les Japonais décident de complètement éradiquer le coréen. Il ne faut plus parler coréen, il faut parler japonais. On détruit des lieux de culte et des temples et des choses typiquement coréennes au profit de choses de temples japonais. J'apprends qu'on force les Coréens à adopter d'autres prénoms japonisants et on conduit un peu les Coréens à aller s'installer au Japon, mais on ne les accepte pas non plus. Voilà, c'est un contexte très compliqué, ils souffrent de famine, ils sont persécutés. Vous allez me dire, c'est la colonisation, je ne vous apprends rien. J'apprends ensuite qu'il y a la Seconde Guerre mondiale et que ça reste quand même tendu parce que le Japon a toujours cette mainmise sur la Corée et là il y a un peu un concours de qui a la plus grosse entre les États-Unis et l'URSS et la Corée est au milieu, le Japon est perdant, comment est-ce que ça se passe tout ça? J'apprends que pendant un temps la Corée du Sud a été une dictature, ce que je ne savais pas, je pense que ce que beaucoup ne savent pas. Donc dans les années 80, 70-80, la Corée du Sud était une dictature. J'apprends que la Corée du Nord, en fait, s'en sortait mieux. Pendant très longtemps, la Corée du Nord était en avance sur la Corée du Sud. J'apprends un peu la crise de ce qui s'est passé dans les années 2000 avec la Corée. Et j'apprends un peu tout ça. Et je découvre un nouvel univers. Et quand je regarde après des séries coréennes, je ne les vois plus du même œil. J'apprends que c'est un pays qui a été colonisé. Et on est passé d'un pays colonisé à un pays qui a vécu la Seconde Guerre mondiale. Il y a quelque chose qu'on parle peu, mais il y a eu un entre-deux-guerres en Corée. Donc entre 1945 et 1950, c'était un peu compliqué, parce que du coup la Corée était séparée en deux entre le nord et le sud, et il y avait un peu cette guerre contre les communistes, en tout cas cette recherche et plein de propagande et plein de choses qui étaient mises en place. J'apprends tout ça. Et je me dis ok. Ensuite, guerre de Corée entre 1950 et 1953. J'apprends que le Nord est assez vainqueur, enfin est vainqueur pendant un moment et empiète sur le pays, que l'URSS soutient vraiment très fort la Corée du Nord, là où les Américains en avaient rien à foutre des Sud-Coréens, jusqu'à ce qu'ils s'attaquent à Séoul et qu'ils se disent alors là non, non non non, c'est nous qui avons la plus grosse, on va contre-attaquer. Il va y avoir une guerre comme ça qui va durer 3 ans et on va en revenir plus ou moins au 38e parallèle. J'apprends un peu toutes ces choses et suite à ça je me dis ok, on est en 1953. Les États-Unis ont bombardé la Corée du Nord à 80%. Ça veut dire que 80% des habitations du décor entre guillemets nord-coréen est détruit. C'est une information que je n'avais pas. J'apprends que le Sud a aussi été impacté et qu'il y a eu beaucoup de transfuges. Donc les transfuges, ce sont des Nord-Coréens qui ont rejoint le Sud ou des Sud-Coréens qui ont rejoint le Nord, parce qu'il y avait beaucoup aussi de mines dans le nord du pays. Donc il y a beaucoup de Sud-Coréens qui ont aussi été dans le Nord en pensant trouver un pays plus sain, avec plus de richesses, etc. Et ça a été le cas pendant un temps. Ça a vite changé et maintenant c'est une vraie dictature et je vais absolument pas dire que la Corée du Nord c'est trop bien, mais du coup vous en apprenez plus sur le pays, enfin j'en ai appris plus sur le pays et j'étais là ok. Donc maintenant quand je lis un bouquin, quand je vois les actualités, quand la vie se passe, je comprends pourquoi
la Corée du Sud est ce qu'elle est. Oui, c'est un pays qui est encore patriarcal, oui, c'est un pays qui a des problèmes de natalité, oui, c'est un pays qui est beaucoup sur le paraître et des standards de beauté et de maigreur qui sont quasi inatteignables, mais ça résulte de leur histoire. Ils sont passés d'un pays colonisé à un pays qui est devenu l'une des plus grandes puissances mondiales, et tout ça ils le doivent au peuple coréen. C'est pas forcément le gouvernement, c'est le peuple coréen qui s'est battu dans les années 50, qui après 53, après la fin de la guerre, a reconstruit. Les Coréens ont reconstruit leur pays. C'est pour ça qu'ils sont très fiers de Samsung, LG, Hyundai, etc. Ils sont très fiers de ces entreprises parce que ces entreprises ont permis d'avoir des emplois. Ils ont permis au pays de se reconstruire, et dans les années 50, jamais on n'aurait pu croire que ce pays, ce truc en ruine quoi, deviendrait ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est ce que je trouve incroyable dans l'histoire du pays, et je pense qu'il y a d'autres exemples comme ça qui existent sur Terre, mais en très peu de temps, c'est-à-dire aux alentours des années, ouais, on va dire 90, entre les années 80, non il y a eu les JO avant, on va dire entre 85, les années 85 et les années 2000, la Corée du Sud s'est étendue à l'international, s'est exportée à l'international. Il y a eu l'ascension de la K-Wave avec la K-pop, donc la musique coréenne, avec les K-dramas, donc les séries coréennes, et avec la K-beauty, donc tout ce qui va être les soins skincare, etc. Donc de soins du visage, enfin soins de la peau, du bien-être, etc. Il y a des choses qui ne vont pas en Corée du Sud, je ne vais pas dire oh non, tout est trop bien, c'est un pays parfait. Non. Et c'est pour ça que je lis des lectures engagées. Il y a plein d'auteurs, d'autrices qui écrivent des bouquins en Corée du Sud. On a de la chance, en France il y en a beaucoup qui sont traduits. Enfin il y en a quand même pas mal qui sont traduits. C'est pas énorme mais on en a quand même quelques-uns. C'est pas le même cas par exemple avec Taïwan où je galère à trouver des romans taïwanais traduits. Mais pour la Corée, avec toute cette K-Wave, on a eu beaucoup de bouquins traduits. Et on a eu surtout une nouvelle vague d'auteurs et d'autrices particulièrement contemporaines ou modernes qui se sont mises à dénoncer le patriarcal, les standards de beauté et tout ce qui, entre guillemets, ne va pas dans la Corée du Sud. Et c'est un petit peu ce qu'on avait en France dans les années 60, où les femmes se sont imposées, les femmes ont revendiqué leurs droits, les femmes se sont réappropriées leur corps avec le droit à l'avortement dans les années 70, etc. Et je trouve que actuellement, ou en tout cas depuis les années 2000-2010, en Corée, on a le droit à ça. Donc moi je n'étais pas née dans les années 60, je n'ai pas vécu tout ça, je n'ai pas vécu cette ascension, et en fait j'arrive à la vivre entre guillemets par procuration avec la Corée du Sud. C'est pour ça que j'ai un très grand attachement à la Corée du Sud, parce que je trouve qu'ils savent, enfin en tout cas les autrices principalement que je lise, ont ce côté engagé, ce côté lutte de classe, ce côté ok, on va dénoncer la société, mais n'oubliez pas que nous on a une histoire, et qu'en France on est un pays qui a colonisé. Nos richesses on doit à l'Afrique, enfin à des pays d'Afrique. Eux ils le doivent à eux-mêmes. Donc oui, il y a des choses qui ne vont pas en Corée du Sud, c'est une société patriarcale, il y a plein de problèmes, vraiment. Il faut avoir fait des longues études, il faut être riche, il y a plein de standards, les gens ne font plus d'enfants parce qu'ils n'ont pas envie de leur mettre de la pression derrière, parce que eux-mêmes en ont subi, que leurs parents en avaient subi avant, que leurs grands-parents se sont tués au travail pour que le pays soit reconstruit. Je vais pas nier le fait qu'il y ait des choses qui n'aillent pas du tout en Corée, mais j'aime, je vais vers un registre en tout cas d'autrices engagées. Comme je m'intéressais aussi beaucoup à la Corée, enfin la Corée du Sud principalement, il y a très peu de récits nord-coréens qui ont été traduits, ou alors c'est des choses où c'est limite de la propagande et ça m'intéresse pas forcément. Même si je m'intéresse à l'histoire du pays, vraiment à l'histoire avec un grand H. En parallèle de tout ça, j'ai toujours lu des mangas. Ça fait quand même quelques années que je lis des mangas, j'ai regardé des animés dans ma jeunesse, j'étais fan de Nana il y a je ne sais pas combien de temps. J'ai toujours lu des mangas, mais les mangas avaient quelque chose de... alors moi je lisais beaucoup de shoujo, donc j'étais vraiment dans ce truc de oh c'est mignon, c'est tout mignon, machin. Maintenant je lis aussi de romans japonais, mais pas du tout avec le même regard. Les romans japonais, même si j'essaie de les choisir pareil, féministes, dénonciateurs, lutte de classe, etc., j'en trouve beaucoup moins, parce qu'on n'est pas sur la même ère, parce que le Japon est un pays qui a colonisé, parce que le Japon n'a pas la même histoire que la Corée du Sud, et que du coup c'est pas les mêmes récits, c'est pas les mêmes révolutions
qu'on est toujours sur un pays qui est profondément patriarcal, et si la Corée du Sud a réussi à s'exporter et à profiter de la mondialisation pour se faire connaître et pour avoir cette K-wave, quand on a cette vague coréenne, ce truc de... c'est presque omniprésent maintenant, la Corée du Sud, on en entend beaucoup parler. Le Japon, on en a beaucoup entendu parler au début des années 2000 avec un peu la révolution des jeux vidéo, etc. Mais ça reste quand même un pays un petit peu, entre guillemets, arriéré, et je vais revenir là-dessus, mais un peu arriéré et entre soi, où c'est une île, ils sont isolés des autres, ils ont un côté très, alors on dit entre tradition et modernité, ils sont quand même très traditionnels, c'est un pays qui utilise encore le fax, mais à côté de ça, vous allez avoir des robots qui sont capables de faire plein de choses. Voilà. Niveau littérature, je trouve qu'il y a, en tout cas à mon sens, et de ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, ce que j'ai regardé, ce que je me suis renseignée aussi, et auprès de personnes qui s'y connaissent, il n'y a pas énormément de bouquins féministes qui vont dénoncer des faits de société, comme peut-être la littérature coréenne. Cependant, j'ai appris à apprécier les bouquins japonais. Beaucoup de personnes vont citer Murakami, mais pour moi Murakami fait partie de cette génération d'hommes privilégiés, de japonais old school qui a une mentalité de l'époque. C'est peut-être un grand écrivain pour beaucoup. J'ai essayé de lire certains de ses bouquins et en fait les femmes ne sont pas forcément mises à l'honneur ou bien traitées. Et c'est un côté un peu quand même complètement problématique pour moi, donc je ne vous le recommanderai pas. Vous ne verrez pas des bouquins de Murakami dans ma palle et dans mes suggestions quand je ferai ma vidéo suggestion. Mais déjà les romans japonais sont en général plus courts et j'ai appris que, enfin en tout cas c'est ce vers quoi je me suis dirigée. J'ai lu quelques thrillers japonais, c'est pas ceux que je préfère mais ils sont pas mal de gore aussi. Mais j'ai aussi vu des films japonais et les films japonais, notamment la sélection de Cannes, etc., il y a des côtés un petit peu bizarroïdes et gore, et c'est un genre particulier auquel je n'adhère pas. Donc je ne vais pas vous parler de tout ça aujourd'hui, parce que je parle vraiment de mon rapport à la littérature asiatique. Mais j'ai redécouvert les romans japonais, et je me suis vraiment intéressée à ce que ça pouvait m'apporter. Je suis quelqu'un qui adore avoir des bouquins qui sont dénonciateurs, comme je vous le disais. J'aime voir les injustices sociales, j'aime voir les gens qui luttent contre ça, j'aime voir des personnages évoluer et les suivre sur plusieurs années. Je me suis intéressée aux bouquins historiques, aux romans historiques, grâce à la littérature coréenne. Là où au Japon, je m'ennuie avec ce genre de bouquins, je trouve ça lourd. Alors ça vient peut-être de la traduction, parce que je ne les lis pas en original, je les lis toujours en traduction en français. Ça peut aussi jouer, et sachez qu'il y a des bouquins asiatiques qui ne sont pas traduits du coréen ou du japonais, mais traduits de l'anglais. Faut aussi le préciser parce qu'il y a notamment un titre qui s'appelle Amande, je vous mettrai la couverture à l'écran, qui est un young adult qui n'a pas été traduit du coréen, et c'est vraiment dommage parce que c'est un bouquin qui est très plébiscité des Coréens, et ça aurait valu le coup qu'il soit traduit du coréen, parce qu'il y a beaucoup de nuances dans le coréen, qu'on a aussi en France, et qu'on n'a pas forcément en anglais. Donc ça aurait été hyper intéressant de l'avoir traduit directement du coréen. Et je garde espoir qu'il soit retraduit du coréen. Je redécouvre la littérature japonaise et j'apprends en fait que ce que j'aime dans la littérature japonaise, ce sont des espèces de tranches de vie. Et que dans tout ce que j'ai pu lire, que ce soit des auteurs ou des autrices, que je prends plutôt contemporain et moderne voire contemporain, tous ces auteurs et ces autrices-là ont ce côté tranche de vie. Je m'explique, c'est quelque chose que je dis souvent, ce truc de tranche de vie, c'est que on n'a pas trop ce qui s'est passé dans le passé des personnages. On sait pas trop comment ils sont nés, dans quelles circonstances, comment ils sont devenus les personnes que l'on a aujourd'hui. On n'en apprend pas trop sur leur passé, on les a dans leur présent, et on sait pas trop ce qu'ils vont advenir. Et en fait, on va se concentrer sur une tâche, une action, un événement qui va se passer pour eux. Et au début j'avais du mal avec ça, jusqu'à ce que je comprenne que c'était un peu typiquement japonais, qui vont se concentrer, qui a un côté très contemplatif de la beauté des fleurs qui vont bourgeonner, la beauté de l'instant présent, etc. Et pour m'être un petit peu renseignée surtout sur, peut-être pas la religion, mais plutôt les croyances des japonais qui est très présente, il y a le bouddhisme et le shintoïsme. Donc faut connaître aussi certains mouvements, etc. Mais en gros,
l'idée principale ce serait que chaque objet, alors chaque personne, mais chaque objet est une âme, est un ressenti et quelque chose et on doive respecter chaque chose qui nous entoure et un peu apprécier chaque journée que la vie nous apporte. Et quand j'ai compris ça, et ça s'explique de par des connaissances, des croyances, etc. Et c'est pour ça qu'il faut, je trouve, pour apprécier une littérature, connaître son passé et son histoire, et ses croyances aussi, c'est très important. Par exemple, en Asie, on croit beaucoup à ce truc de fantôme. Il y a des chiffres porte-malheur, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. On n'écrit pas au stylo rouge parce que ça rappelle la mort, parce que quand quelqu'un décède, on écrit à l'encre rouge. Il y a beaucoup j'allais dire de tradition, non, mais de malédiction un petit peu comme ça. Comme nous, il faut pas passer sous une échelle, etc. Il y a d'autres choses qui sont aussi en Asie, en tout cas en Asie du Sud-Est, parce que c'est vraiment ce sur quoi je me concentre. Mais en apprenant un peu plus sur eux et sur leurs croyances, j'ai pu comprendre l'intérêt de ces espèces de tranches de vie, de ces histoires où il n'y a pas vraiment de début, pas vraiment de fin, où vous suivez juste un personnage pendant un instant T de leur vie, et entre guillemets c'est tout. Et c'est ce qui fait la richesse de la littérature japonaise, en tout cas à mes yeux, et la littérature japonaise que je lis, parce qu'il en existe plein de sortes. Et ici je suis là pour vous expliquer ce que j'aime dans la littérature asiatique. Je ne peux pas parler du Japon sans parler des mangas. Faut savoir que la France est le deuxième pays le plus gros consommateur de mangas, le premier étant le Japon, on arrive juste derrière, c'est assez impressionnant. J'en ai toujours lu, non, mais j'en lisais assez régulièrement, surtout des shoujo, des petites choses comme ça. Maintenant je m'intéresse à plein d'autres choses. Le manga n'est pas que dédié au Japon. Il y a d'autres choses qui existent, il y a le manhwa pour la Corée, où ça correspond plus ou moins au webtoon. Vous avez des romans graphiques qui existent un petit peu partout dans le monde, et je reviendrai dessus quand je ferai une vidéo recommandation, encore une fois, parce que j'ai beaucoup de choses à en dire. Mais récemment, je me suis intéressée à d'autres types de récits concernant les mangas. Vous avez différentes classifications, donc le seinen, le shoujo, les yuri, le yaoi, toutes ces choses-là. Je vous laisserai vous renseigner. J'aime toujours autant les shoujo, ça passe bien. Les shoujo, c'est des trucs enfin, ça veut dire pour filles, mais c'est des petites histoires lycéennes où une fille est amoureuse d'un garçon, mais elle ose pas lui dire. Et voilà, c'est de la romance, un petit peu, voilà. Le seinen, ce serait plutôt des histoires de baston, de trucs comme ça, de bagarres, de quêtes, de anti-héros qui va devenir genre le mec le plus puissant au monde. C'est un petit peu ce genre de récit-là. Et dernièrement, ça fait quelques temps maintenant, j'ai vu que, alors déjà c'est très bien parce que comme on est des gros consommateurs de manga, on a un large choix de mangas en termes de traduction. Et ça c'est vraiment génial. C'est pas le cas dans tous les pays, donc vraiment on est très chanceux en France. Et dernièrement je me suis intéressée, enfin dernièrement, ça doit faire 3 ans, hein, mais je m'intéresse à des récits qui sont autobiographiques ou dénonciateurs. Parce que si vous n'avez pas compris, c'est ce que j'adore. J'aime qu'on dénonce les choses et je trouve qu'en manga ça passe beaucoup mieux. Dernièrement j'ai lu un manga, enfin dernièrement il y a 5-6 mois, j'ai lu un manga qui s'appelle Quand la nuit tombe. Je vous mettrai la couverture à l'écran. Encore une fois, je ne vais pas recommander plein de bouquins, mais lui je le trouve marquant. Ici on va parler un petit peu de la réputation des familles, où il y a un garçon et une fille qui sont très amoureux, ils se donnent rendez-vous, ils ont un date et c'est la première fois en fait ils vont s'avouer leurs sentiments. Et là, quelqu'un frappe à la porte de la jeune femme, et c'est la police qui vient dire que son père va être arrêté pour viol, parce qu'il a violé la mère de son amoureux. Et donc là, vous avez le truc de, ok, le viol au Japon, c'est... Alors si en France c'est très mal reconnu, sachez qu'au Japon, ça l'est encore plus compliqué. Donc pour qu'il soit arrêté pour viol, c'est que vraiment il y a des faits qui sont avérés. Et il y a ce truc de, ok... Donc une jeune fille qui apprend que son père, qu'elle aime et qui est son père, bah, il va aller en prison. Il y a la réputation de la famille, parce que ça revient beaucoup en Asie, de si vous faites une mauvaise action en tant qu'enfant, ça va se répercuter sur vos parents, sur vos frères et sœurs, et en fait vous êtes le reflet de votre famille. Donc on a aussi la réputation de la famille qui est en jeu, et il y a du coup ce petit couple d'amoureux qui ne peut plus être ensemble, parce qu'il y a eu ce drame qui s'est produit. Et ça parle de plein de choses, et c'est un manga. Le truc fait 150 pages, il y a beaucoup de dessins, très peu de dialogue, et c'est ça que j'adore, et en plus c'est en noir et blanc, c'est grisé tout ça.
et en très peu de pages finalement on arrive à avoir un récit hyper complet sur plein de thématiques différentes. Et c'est ça que je trouve incroyable. Il y a aussi un manga qui s'appelle Moi aussi, qui est en 2 tomes, qui parle de harcèlement au travail. Incroyable, enfin vraiment, il y a ce truc où vous pouvez avoir du shoujo, des trucs tout mignons, tout cucu là que j'adore. Vous pouvez avoir des choses sur des passions, enfin j'ai lu un manga que j'adore qui s'appelle Trait pour Trait, il y a 5 tomes, et c'est un hommage que rend la mangaka pour son prof de dessin. Donc on la suit au fil de ces années quand elle est l'équivalent de Monon quand elle est au lycée, qu'elle découvre les cours de dessin et la dureté de son prof, quand elle va à la fac, puis plus tard quand elle devient mangaka, et on suit tout ça. Et vous pouvez avoir, mais vraiment vous pouvez avoir tous les genres, si vous voulez du thriller, si vous voulez des trucs gore, vous avez tout ce qu'il faut en manga. Et je trouve ça incroyable, et je trouve ça en même temps horrible qu'en France on méprise autant le manga, alors que c'est de la vraie littérature, et qu'il y a de tout. Le manga c'est un format, ce n'est pas un genre. Et je trouve ça bête que, alors maintenant les mentalités changent, mais je trouve ça bête qu'on méprise autant les mangas alors que ça peut apporter tellement à tellement de gens. Et même si c'est un gamin de 12 ans qui est en train de lire son truc, sa saga de One Piece en je sais pas combien de tomes, mais qui lit, genre vraiment, je trouve ça incroyable que des jeunes puissent lire autant et se passionnent autant pour de la littérature et qu'ils soient aussi méprisés juste parce que c'est des dessins. Alors que ces dessins, ça demande tellement de travail, il y a tellement une grosse industrie derrière le manga, et vraiment en France on est les 2e plus gros consommateurs, ça veut dire ce que ça veut dire, et le mépris pour les jeunes, ça me rend dingue. Je vous ai beaucoup parlé de littérature coréenne et japonaise parce que j'ai commencé par ça, mais au fur et à mesure j'ai quand même eu cette curiosité de ok, quand on m'a parlé du Japon, j'ai forcément, enfin Japon-Corée, j'ai forcément entendu parler des 3 royaumes et du coup de la Chine. La Chine, moi j'avais cette image très négative qu'ont beaucoup de gens de ouais, c'est un peu une dictature, on fait pas ce qu'on veut, ils sont ultra surveillés, il y a aussi ce culte de la beauté et de la minceur, la moindre chose peut devenir un scandale et vous faites de la prison. J'avais ce côté très négatif de la Chine, comme si la Chine c'était microscopique. Ensuite j'ai compris que c'était très large, enfin j'ai compris, je le savais mais je l'ai vraiment assimilé, et parce que j'en apprenais plus sur la Chine, en parallèle j'en apprenais aussi sur Taïwan, que je reconnais comme un pays, et en apprenant plus sur le Japon et la colonisation, j'ai appris que le Japon avait aussi colonisé Taïwan, j'apprends le lien avec la Chine et la Mongolie, et du coup je me retrouve avec tout ça. Et j'apprends aussi que le Vietnam et la guerre du Vietnam, en fait, au Vietnam ça s'appelle pas la guerre du Vietnam, mais la guerre des États-Unis ou des Américains, je crois qu'ils disent ça comme ça. Donc déjà on se dit, ouh, pourquoi est-ce qu'on continue de l'appeler la guerre du Vietnam alors que les Vietnamiens qui sont les principaux concernés ne l'appellent pas comme ça? On a aussi un lien très fort avec le Vietnam et les Vietnamiens en France. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à me renseigner. J'ai appris que, notamment en Chine, je vous fais un petit cours d'histoire très vulgarisé et avec mes mots, mais en gros, Première Guerre mondiale, la France avait besoin de personnes pour venir combattre, de soldats. Ils ont demandé aux Chinois, enfin ils ont imposé aux Chinois de venir les aider. Donc les Chinois ont été en France pour faire la guerre. Résultat de la guerre un petit peu mitigé pour la Première Guerre mondiale, et après ils ne pouvaient pas rentrer au pays. Et en France ils étaient là entre guillemets illégalement. Donc en fait ils n'avaient pas de statut. Et cela s'est reproduit dans d'autres pays, en Europe, notamment en Angleterre où il y a eu la même chose avec l'Inde. J'en apprends plus du coup sur la Chine. Alors je lis plus d'autrices chinoises, j'aime aussi les récits un peu de femmes qui ne vont pas forcément dénoncer leurs conditions, mais qui par leurs témoignages, on voit dans quelles conditions elles vivent, et on voit les injustices, et on se rend compte de certaines choses, et que ce qu'elles normalisent, bah pour moi ça me révolte, et voilà. Et c'est très riche parce que si vous êtes dans une très grande ville en Chine, c'est différent que si vous êtes à la campagne, si vous êtes au nord, que vous êtes au sud, enfin c'est un pays qui est très riche et qui a
plein de cultures, qu'il y a plein de langues, et je commence à en apprendre plus là-dessus, je suis là mais waouh. Je connaissais déjà la situation de Hong Kong parce qu'il y a les manifestations et du coup j'étais là ok, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que j'ai des auteurs ou des autrices hongkongais que je pourrais suivre pour en apprendre plus sur ce côté-là? Taïwan, je reviens sur Taïwan parce que en ce moment c'est le pays qui est un petit peu hypé, mais ça fait 2 ans que je m'intéresse à Taïwan et plus j'en apprends sur ce pays qui ne peut pas être considéré comme un pays parce que la Chine a une emprise sur eux qui n'existe que sur le papier, hein, parce que techniquement la Chine et Taïwan n'ont un peu rien à voir ensemble. C'est juste que certains Chinois ont fui et se sont rendus sur Taïwan, mais techniquement Taïwan, si on prend la définition d'état et de pays, il coche toutes les cases, mais comme il y a la pression internationale, ils peuvent pas le reconnaître comme pays. Faut le savoir. Aussi, les États-Unis défendent Taïwan parce que Taïwan produit des nanocines, je crois, ou des choses, un composant de téléphone qui est produit à 80 ou 90% à Taïwan, et donc si la Chine les attaque, les États-Unis sont dans la merde. Ils le font pas par bonté de cœur, ils le font vraiment par intérêt politique et économique. Bref, j'apprends tout ça, je trouve ça incroyable. Dans mes découvertes, j'apprends que Taïwan est le premier pays qui a légalisé le mariage homosexuel. Du coup, je me renseigne sur la communauté gay, j'apprends plein de choses là-dessus, je vois qu'il y a plein d'autrices féministes, j'apprends que c'est une culture qui n'a rien à voir avec le reste, je me fascine actuellement pour Taïwan, mais je suis encore un bébé. C'est très compliqué d'avoir des romans sur Taïwan. Il y a très peu de traductions. J'ai espoir parce que là il y a une petite hype depuis une bonne année sur Taïwan, j'ai espoir qu'ils traduisent un peu plus de bouquins, mais c'est très compliqué. Je me suis intéressée à la Chine et à Taïwan, donc je lis un peu plus de récits chinois parce que j'en trouve plus facilement, et taïwanais quand j'en trouve. Pour le moment je suis plus sur des récits de voyage, sur de l'historique, sur ce genre de choses parce que c'est compliqué de trouver des romans, encore une fois, qui sont traduits. Vraiment c'est très compliqué. En tout cas pas en français. J'espère que ça va changer, mais pour le moment on en est là. Et j'en suis aussi venue récemment, je crois que ça fait 1 an et demi quand même, à m'intéresser au Vietnam et à tout ce qui a pu se passer un peu avec le Vietnam. Comme on est un peu lié avec la France, j'avais envie de comprendre pourquoi, entre guillemets, il y avait autant de Vietnamiens en France. Et vraiment, je suis encore un bébé dans la littérature vietnamienne. J'adore l'autrice Linh Papin, qui est franco-vietnamienne. Du coup, j'arrive un peu à me référencer à elle parce qu'elle a cette double culture et que c'est plus facile pour moi d'avoir ce côté francophone en fait qui me facilite ma lecture parce que c'était du pur vietnamien, je ne connais pas leur façon d'écrire. J'ai plusieurs récits historiques et je vais me pencher là-dessus parce que là dernièrement les histoires qui parlaient du Vietnam qui m'intéressaient, c'était beaucoup des soldats qui sortaient avec des vietnamiennes et je savais pas trop comment me positionner par rapport à ça parce qu'il y a eu beaucoup de choses comme ça pendant différentes guerres et c'était pas forcément bien vu, et je suis pas très récit historique de base, ça va mieux avec la littérature asiatique où je m'y intéresse, mais quand même là je vais surtout me renseigner sur tout ce qui va être du pur historique, donc vraiment de la non-fiction, ou alors des bouts de récits de vie de personnes pour comprendre davantage la culture vietnamienne, tout ce qu'ils ont pu vivre et comment ils en sont venus à ce que le pays est aujourd'hui, pour pouvoir m'intéresser à la littérature parce que je ne suis pas intéressée par les dramas, je ne suis pas intéressée par la musique, à part leur bière, mais en plus je n'aime pas la bière vietnamienne, mais si j'aime le feu, j'aime certains plats vietnamiens, mais c'est très con de dire oh là là j'aime quelques recettes vietnamiennes donc je m'intéresse au pays. Donc voilà, j'ai envie de découvrir historiquement le Vietnam avant de vraiment m'intéresser à sa littérature, et encore et toujours je vais demander conseil au libraire de l'École Le Phénix le jour où je voudrais sauter le pas pour lire de la fiction, donc des romans, pour qu'on puisse bien me conseiller par rapport à mes goûts et à ce que j'aime. Mais encore et toujours, j'irai vers des romans qui sont engagés, qui sont féministes, qui parlent de lutte de classe. Là, je suis doucement en train de m'intéresser à l'Inde parce que historiquement, l'Inde et le rapport avec l'Angleterre, j'ai quelques bases et j'aimerais en apprendre plus historiquement parlant pour être un peu plus calée. Mais l'émancipation des femmes,
le fait que le travail pour enfants, enfin même moi d'un point de vue purement médical, je connais quelques éléments sur l'Inde et c'est catastrophique. Et voilà, j'ai envie de m'intéresser à l'Inde, mais pas forcément que pour le côté, c'est un pays pauvre, il y a beaucoup de viols, les enfants travaillent, sont exploités très jeunes, les filles sont vendues pour que dalle, ou alors vous avez le côté Bollywood où le cinéma est omniprésent et c'est d'ailleurs la plus grosse industrie cinématographique, hein. Mais voilà, j'ai envie de découvrir différemment, j'ai envie de m'intéresser à d'autres pays, mais pour le moment c'est vrai que je me concentre sur ceci parce que c'est une mine d'informations et une mine de richesse pour moi et je ne me lasse pas en fait de la culture d'Asie du Sud-Est que je découvre. Je suis encore un bébé pour plein de pays, mais la Corée et le Japon, je commence à avoir des bonnes ressources et c'est là où je me sens le plus à l'aise d'en parler. Je m'intéresse de plus en plus à la Mongolie, à une région aussi de la Chine qui existait et je ne sais pas si elle existe toujours, la Mandchourie. Je m'intéresse à différentes choses, mais c'est toujours avec... j'avance à tatillon parce que... J'avance en tatillonnant parce que je connais peu de choses historiquement et j'ai pas envie de lire des récits qui seront entre guillemets falsifiés ou qui seront pas complètement réalistes. J'essaye d'aller vers des récits qui dépeignent quand même une réalité et j'aime bien ce fond un peu historique de voilà, ça c'est un peu notre histoire et si vous ne connaissez pas notre histoire, vous ne pourrez pas saisir le message derrière. Typiquement, si je ne connaissais pas le shintoïsme, en tout cas les bases du shintoïsme avec la littérature japonaise, je sais que je suis déjà passée à côté et je passerai toujours à côté. Si je ne savais pas que la Corée a traversé plein d'épreuves avant la 38e parallèle et la guerre de Corée, il y a plein d'éléments vers lesquels je passerai à côté. Je pourrais être comme tous ces rabat-joie qui disent oui, bah en fait la Corée ils sont patriarcales, ils sont auto-centrés, ils aiment pas ci, ils aiment pas ça. Non, c'est trop simple de critiquer un pays quand toi tu es un colonisateur, hein, alors que eux ont été colonisés. C'est pas du tout le même rapport de force. Donc voilà, c'est pour ça que je lis très majoritairement de la littérature asiatique parce que j'aime qu'elles sont engagées, j'adore la lutte des classes, j'aime faire des parallèles avec ce que je peux voir dans des reportages, puisque alors, je suis très reportage d'Arte, mais même je regarde d'autres reportages, je suis aussi des youtubeurs qui sont en Corée notamment, qui vivent là-bas ou qui ont fait des voyages là-bas parce que c'est pas du tout le même... c'est pas du tout le même regard quand tu visites un pays ou quand tu vis sur place. C'est aussi pas le même regard quand je suis des Coréens qui font leur vlog et leur petite vie et quand je suis des gens qui viennent d'un autre pays, qui viennent s'installer ou non en Corée, c'est pas du tout le même rapport. C'est pas ce qui paraît banal pour des Coréens, bah moi je suis là genre waouh ils font ça. Donc voilà, même d'un point de vue scientifique, ils sont vraiment en avance, enfin scientifique, médical. La Corée du Sud est très en avance sur son temps, enfin très en avance. Ils ont plein de méthodes incroyables, notamment pour les cancers digestifs, et t'es là, mais pourquoi on s'inspire pas d'eux? Et voilà, c'est un peu toutes les raisons pour lesquelles je me suis intéressée à la culture asiatique et que comme j'aime les livres, c'est vrai que la littérature asiatique c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aime aussi beaucoup le fait que, surtout au Japon, mais un petit peu en Corée et je pense dans d'autres pays, le chat est très présent. Il y a beaucoup de récits sur les chats. Et même si je n'aime pas tout, et même si j'ai du mal à avoir le point de vue d'un animal dans un récit, j'aime bien qu'il soit mis à l'honneur. J'adore avoir des récits qui parlent de librairie, et je trouve que les asiatiques, et oui, notamment les japonais, le font très bien. Ils savent parler de... ils savent parler des livres, ils ont ce truc encore d'objets livres, de trucs de sacré, j'adore ça. J'adore le fantastique aussi dans les récits asiatiques où la vie est tout à fait lambda. Je suis en train de vous expliquer ce qu'est le fantastique. La vie est lambda, mais vous avez cette petite part de magie, ce petit soupçon qui fait sa différence et qui fait son charme. Et vraiment j'adore. Et je sais que j'ai énormément de chance parce que j'ai découvert la librairie Le Phénix, et oui je vous en reparle encore et toujours, mais cette librairie, ces libraires, le site internet et leur implication, ils connaissent plein de choses. Enfin je me suis intéressée dernièrement au Tibet. Je pouvais même pas vous citer le Tibet, vous situer le Tibet sur une carte, et je me suis intéressée à ça, j'étais là mais waouh, mais incroyable. Je me suis intéressée notamment à l'Inde, et moi l'Inde j'avais un avis très négatif sur ce pays parce que vraiment au niveau droits des femmes et droits des enfants c'est catastrophique, et je découvre une indépendance des femmes, surtout quand elles ont
et quand elles ont migré dans d'autres pays, notamment en Angleterre. Et je découvre en fait tout ça et je me dis mais waouh, en fait, mais quelle meuf badass. Ou alors tout ce truc de réputation, de la famille avant tout, c'est quelque chose qui ne me parle pas. Et de découvrir ça, je trouve ça formidable en fait, d'apprendre beaucoup de choses au quotidien. Quand on est adulte, on n'a pas forcément l'occasion d'apprendre parce que les études sont derrière nous et que la vie suit son cours et on doit juste un peu... on apprend à payer nos factures et à comprendre plus ou moins l'administration française sans jamais vraiment la comprendre. Et avec la littérature asiatique, même quand on est dans de la fiction, bah, j'apprends des choses et je trouve ça formidable de continuer d'apprendre à 31 ans et pour certains à 70 ans qui découvrent la littérature asiatique. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de vous faire cette vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment j'en suis venue à m'intéresser à cette littérature et à cette culture. Je rappelle que je suis un bébé là-dedans et que l'Asie c'est un très grand continent et que moi je me concentre sur l'Asie du Sud-Est et je vous ai pas parlé notamment de la Thaïlande ou d'autres pays parce que je m'y suis pas encore intéressée, mais je préfère saisir déjà tous ces petits éléments et en fait vraiment je me retrouve tellement dans la littérature coréenne et japonaise que j'ai tendance à rester un peu dans ma niche aussi. Mais Taïwan, vous voyez, c'est rentré dans mon cercle et je veux visiter Taïwan et c'est prévu. La Chine m'intéresse de plus en plus de par son histoire et la diversité du pays, alors qu'avant j'étais... mais c'était hors de question. L'Australie, je m'y intéresse parce qu'il y a un gros flux migratoire de la part notamment des Coréens vers l'Australie. Du coup, je suis là, non mais il se passe quelque chose comme Hawaï quoi. Et c'est des choses auxquelles je ne m'intéressais pas avant de découvrir la littérature asiatique. Donc voilà, j'arrive à apprendre des nouvelles choses tous les jours grâce à cette littérature. Et c'est pour ça que je vous encourage à découvrir à votre tour des récits asiatiques parce que c'est hyper enrichissant, c'est passionnant. Il y a tous les genres possibles. Moi je me suis concentrée sur ce que j'aimais mais il existe tellement de genres et voilà, je vais m'arrêter ici pour cette vidéo et pour la passion que j'ai pour la littérature asiatique et dans quelques mois je pense pour fêter les 2 ou 3 ans je crois même maintenant de ma vidéo recommandation sur les livres asiatiques, je viendrai vous redonner d'autres recommandations, vous expliquer un petit peu différents genres, que ce soit de la fiction ou de la non-fiction, que ce soit des thrillers, des contemporains, du fantastique. Maintenant que j'en ai lu plusieurs de bouquins, je pourrais vous faire de meilleures recommandations, aussi bien pour les novices que pour des gens qui ont déjà lu des bouquins mais savent plus trop vers quoi aller, qu'est-ce qui pourrait se référencer à des livres un peu plus populaires dans les pays asiatiques. Par exemple, Tant que le café est encore chaud, c'est un livre qui cartonne. Il y a beaucoup de livres qui ressemblent, que ce soit au Japon ou même en Corée, parce que j'en connais quelques-uns, ou Mémoire d'un chat, c'est un livre qui a cartonné. Il y a plein d'autres références, donc si vous avez aimé ce livre, eh bien je pourrais vous donner d'autres références, donc voilà. Mais ça arrivera je pense courant octobre-novembre, parce que j'aimerais aussi travailler, ou en tout cas demander des conseils aux libraires de la librairie Le Phénix, aussi à Eva de Perfect Books qui m'a permis aussi de m'intéresser un peu plus à cette culture, et récemment à Alice, dont j'ai oublié le nom du compte Instagram, qui s'est intéressée très récemment à la littérature asiatique mais qui a aussi de très bonnes références. Donc voilà, j'aimerais faire une vidéo qui soit personnelle mais qui puisse aussi tenir compte de la vie de plusieurs personnes sur différents pays pour pouvoir vous renseigner au mieux et pour que vous puissiez trouver votre bonheur, parce que j'aime tellement cette littérature que j'ai envie de la partager au monde entier. Voilà, c'en est enfin tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez un petit peu piocher, vous intéresser à cette littérature, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!